de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de nos dîners littéraires bruxellois, 10e saison, j'aime bien le rappeler. Ici à la Maison de la Francité, un dîner alors un peu particulier que j'avais programmé, Christian, tu t'en souviens, il y a déjà presque 4 ans, hein, bon, qui avait dû être annulé, évidemment, pandémie oblige, mais Christian, on a tenu le coup, on est là, hein, ce soir. Et puis un rendez-vous qui me tient à cœur, parce que je suis toujours très content de retrouver un complice en littérature depuis quelques années déjà maintenant, mais surtout de vous faire peut-être aussi découvrir j'ai envie de dire peut-être un baroudeur ou un vieux briscard de la littérature. Et donc merci Christian déjà d'être là ce soir. On va se confondre en remerciements l'un et l'autre, comme ça. Il y aura déjà une bonne demi-heure de... Hein, voilà, et puis on passera au repas directement. Voilà, et donc effectivement, Ronnie m'a invité à la sortie de mon livre précédent, Sève de femme, et puis il y a eu, vous savez, l'enfermement médico-policier que nous avons subi. Et donc, voilà, ça a été annulé. On n'est pas morts. On est là. Tous les deux, oui, on est là. Et puis, du coup, je n'ai pas attendu. Hein, le suivant est sorti il y a 1 an, juste à la Foire du Livre il y a 1 an. Et puis, on n'est toujours pas morts. Donc, voilà, allons-y. Et donc, à quelque chose, malheur est bon, puisque si on avait évidemment fait cette rencontre il y a 4 ans, on n'aurait pas pu s'appuyer sur ce dernier bouquin, Quelques années et leur poussière. Et d'ailleurs, je tiens à le dire d'emblée, que pour tes exégètes ou tes futurs exégètes, tu nous facilites la tâche, parce qu'on verra que ce livre brosse un peu le portrait, finalement, ou l'anti-portrait Christian Liebens. Mais on va y revenir, on va revenir... Je ne dois pas répondre alors. Non, pas encore. Non, il se méfie parce que quand j'ai le micro, je ne le lâche plus. Alors bon, il en profite. Olivier, tu coupes après. Mais je voulais donc effectivement juste terminer cette petite intro en rappelant que quand je dis vieux briscard de la littérature, simplement signaler que ta bibliographie en témoigne, avec une 50aine de livres publiés, mais pas seulement des livres publiés, de la poésie au roman, en passant par la nouvelle, en passant par l'essai, ou l'essai plus buissonnier, j'aime bien ce terme-là à propos de tes déambulations, notamment sur les pas des écrivains dans leur géographie, mais aussi, Christian est l'auteur de nombreuses préfaces, postfaces, anthologies, introductions, interventions dans des colloques. Les trucs qu'on ne lit jamais dans les livres des autres, hein, c'est toujours ce qu'on passe, donc voilà. Moi j'aime bien faire ça. Mais ça c'est très important, et sans oublier l'éditeur que tu es aussi, et donc vieux briscard, mais surtout passeur de littérature, contrebandier peut-être de la littérature, ou encore un mot de Cocteau, le touche-à-touiste de génie, même si Cocteau n'est peut-être pas notre... J'aime bien, touche-à-tout, saltimbanque. Touche-à-touiste. Je crois que ça me définit bien. Quelqu'un de pas sérieux, quoi, mais qui bosse quand même. Voilà. Et le boulot que je préfère, c'est faire naître les livres des autres. Parce que quand Ronnie vient de vous dire que je suis éditeur, entendons-nous, les francophones n'ont qu'un mot pour dire éditeur. Je ne suis pas vraiment fan des anglo-saxons, mais surtout en ce moment, mais de toute façon jamais. Mais néanmoins, ils ont 2 mots pour définir une paire complémentaire, c'est-à-dire l'éditeur, je dis ça avec mon accent liégeois d'origine, hein, l'éditeur et le publisher, c'est-à-dire, moi je suis éditeur, mais pas publisher. Le publisher, c'est Olivier Weyrich, qui me fait confiance pour piloter 2 collections. Une collection de polar traditionnels qui s'appelle Noir Corbeau, et puis une collection plus ancienne, mais on va en reparler. Hein, mais, parce que je vois déjà qu'il s'agite, parce qu'il se dit, merde, il est parti là. Je connais la musique. Et donc, l'autre collection, elle s'appelle Plume du Coq, et je l'ai fondée il y a 11 ans. 11 ans, qu'est-ce que je raconte, moi 14 ans, avec Alain Bertrand,
qui hélas a quitté la planète beaucoup trop tôt. Et je l'ai poursuivi avec Frédéric Sannen, parce que je toujours travaillé en duo. Et nous la poursuivons, je dis nous, parce que mon alter ego est ici devant moi, et c'est Nausicaa Dewey qui est l'autre éditeur de la collection. Voilà, il y a même des briques à l'anglo-saxonne, hein, comme quoi il faut quand même lutter pour... Alors voilà, ça c'est la maquette traditionnelle de la collection Plume du Coq aux éditions Weyrich. Voilà. Mais je ne suis pas le monsieur qui... je n'ai rien d'un entrepreneur. Donc, non, mais un dénicheur, un chineur de texte peut-être. Voilà, hein, un emmerdeur qui torture les auteurs en leur faisant travailler leurs textes. Donc alors on va revenir sur tout ça, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans le... Si tu veux, je me tais un peu. Non, un petit moment. Tu dois, mais donc effectivement, on va s'appuyer sur ton dernier livre publié justement donc chez Weyrich, Quelques années et leur poussière, publié paru en 2024. On va suivre dans ce livre les pas, on va suivre les pas de Julien, jeune... tu vois que je recentre en fait pour parler de tes textes et pas uniquement de ceux des autres. Oui, moi j'aime mieux de parler des bouquins des autres. Je sais. C'est tout le défi ce soir, c'est effectivement de faire parler Christian de ses textes et pas de ceux des autres. Mais donc on suit en fait les pas de Julien, qui est un jeune adolescent au milieu des années 60. Alors bon. Julien, c'est moi. Hein. Bon, j'avoue d'emblée, Julien, c'est moi. C'est mon 5e prénom. Voilà. Et donc, alors, je voulais qu'on parte sur d'abord l'organisation de ce que tu as intitulé un roman-récit. On pourrait dire un roman éclaté, par éclat, par fragment. Et je voudrais que tu nous dises un petit peu comment est partie cette idée de rassembler aussi quelques textes pour évoquer finalement à la fois Julien, ses envies, ses découvertes, ses premiers émois aussi, et puis l'époque. Oui. Alors, un petit peu de théorie. D'ailleurs, il y a un texte, au moins je suis sûr qu'il y a 3 bonnes pages dans ce bouquin. C'est celle du postfacier qui est Michel Lambert. Vous connaissez tous son nom, c'est un des plus grands nouvellistes mondial, du monde francophone en tout cas. Donc ce praticien de la nouvelle a aussi ses théories sur le genre. Et en fait, c'est lui qui parle de romans en éclats. Bon, je ne savais pas où j'allais quand j'ai commencé ce bouquin. Je crois que c'est le premier que j'ai fait depuis très longtemps pour vraiment me faire plaisir à moi tout seul. Et puis tant mieux si d'autres partagent le plaisir. C'est l'âge sans doute. Je me dis, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Effectivement, j'ai écrit une bonne 40aine de bouquins, mais beaucoup sont des livres de journalisme, disons de journalisme littéraire, des géographies littéraires, des essais comme ça, parce que c'est une de mes passions, la géographie littéraire. Si vous voulez, on peut en parler après. On va en parler, oui, bien sûr. Mais bon, j'ai écrit des romans de genre aussi, que je ne renie pas du tout. Mais dans ma vie, j'ai essentiellement consacré mon temps aux livres, qu'ils soient ceux des autres ou à mes livres, à moi. Et ici, j'ai voulu écrire mais pas une autobiographie. Franchement, je ne trouve pas que le sujet est intéressant pour les lecteurs. Moi, en tant qu'autobiographe, vraiment. Par contre, la démarche de retourner aux choses de l'enfance, aux émotions de l'enfance, c'est celle de tout le monde. Hein. Les premiers mots qu'on prononce, les premières étreintes avec la mère, les premiers étonnements devant l'environnement, des voitures. Bon, par exemple, pour un petit garçon, vous allez me dire que les petites filles sont aussi concernées, je veux bien. Mais enfin, moi, je ne peux pas parler au nom des filles, même si je n'hésite jamais à
à créer des personnages de femmes, je m'y autorise, oui, vraiment, à créer des personnages de femmes, des personnages de blagues, des personnages de différentes tailles. Voilà. L'écrivain est Dieu. Alors, puisque l'écrivain est Dieu, ben, moi j'en profite. Hein. Et donc, je suis Dieu, l'espace de 120 pages, c'est tout petit, c'est vite lu. Pour les écoles, c'est chouette, sauf que, franchement, je ne conseille pas du tout mon livre aux étudiants, parce que je pense que... D'ailleurs, je vais vous lire quand même la mise en garde voilà. Mais en tête. Tu lis là, si tu veux. Non, tu veux que je la lise? Tu peux la lire, parce que... Vous allez tout de suite comprendre. Il y a un avertissement. Oui, l'avertissement. Et donc, vous serez vraiment averti. Donc, quand vous avez mangé, comme vous êtes averti, partez si l'avertissement vous a défrisé, il n'y a pas de souci. Non, mais ne partez pas quand même, parce que justement, tu n'es pas venu les mains vides. J'ai apporté deux gros sacs de bouquins pour vous offrir. Mais bon. Mais il faudra un petit peu, il y aura un petit jeu, il y aura un petit quiz peut-être après le repas. Je me déguise en Saint-Nicolas in fine, donc voilà. Ça, c'est un truc un peu pervers pour vous faire patienter quand même. Alors voilà. Enfin, nous tenons à mettre en garde les personnes âgées de moins de 50 ans. Heureusement, il n'y en a pas trop ici. Hein. Même moi, j'ai passé le cap. Hein. Oui, mais même toi, salaud de jeune. Ah non, je suis bon. Vous connaissez le mot de la traversée de Paris, hein, salaud de pauvre. Moi, j'ai transformé ça en salaud de jeune. Et plus je vieillis, plus je trouve ça de circonstance. Bon, je recommence. Enfin, nous tenons à mettre en garde les personnes âgées de moins de 50 ans. En raison de la présence de certaines scènes qui pourraient contrevenir à l'éthique de ce temps et offusquer ses valeurs saisonnières, la lecture des pages qui suivent leur est vivement déconseillée. Voilà. Et pourtant, des gens de moins de 50 ans, des aventuriers sans doute, ou des gens qui se sont trompés d'époque, m'ont dit que ça leur avait parlé de leur propre enfance à eux, de leur propre découverte de ce monde étrange et chaotique, cette découverte de se trouver en vie. Et donc, pour ne pas lasser mon lecteur, j'ai fait une sorte de mosaïque, de patchwork, entre 8 récits distribués avec chaque fois 8 nouvelles au sens large. Il y a une sottille, par exemple, où je me suis amusé à parler de Tintin, une autre où je raconte une histoire à la fois merveilleuse et monstrueuse qui se passe au XVe siècle. Une autre qui pourrait avoir été écrite, c'est d'ailleurs mon personnage de scripteur est un journaliste dans le Caucase pendant l'abominable massacre que subissent les Arméniens depuis pas mal d'années dans la République d'Artsakh, etc., etc. Ouais. Donc j'ai mélangé mes propres préoccupations d'adulte, mes propres centres d'intérêt d'adulte, avec des émotions, avec des évocations de mon enfance. Voilà. Mais et c'est ça que je disais, que tu nous facilites un peu la tâche du commentateur ou pour le dialogue, puisque... Oui, mais c'est parce que j'ai faim, donc je peux accélérer. Mais donc on revient en fait, donc, dans ce texte, on trouve, et je suis Christian Liebens depuis quelques années, et donc je connais ses fils rouges, ses obsessions, et je les retrouve ici condensés dans ces petits instantanés, j'ai envie de dire, hein, d'une époque, des instantanés, des moments que tu épingles et qui nous permettent finalement de naviguer, de déambuler à travers tes thèmes, tes thèmes de prédilection. Et j'en ai épinglé quelques-uns, et forcément, on ne peut pas dialoguer, discuter sans parler de Simenon. Hein, qui est la grande affaire de Julien dans le livre, qu'il découvre très tôt. Hein, il découvre à côté des récits de
de Verne, de Bob Maran, etc. Il découvre Maigret, il découvre Simenon, et il y a un très beau passage ici où, à un moment, il découvre un autre texte de Simenon, qui n'est pas un Maigret, mais au départ, il croit que c'est du Maigret. C'est La Maison du Canal, qui est un superbe roman de Simenon, où effectivement, il attend Maigret. Et Maigret n'arrive jamais. Voilà. Alors ça, c'est... Toi-même, tu as découvert Maigret dans la bibliothèque familiale ou... Oui, mais mes parents... donc, je suis d'une famille qu'on peut étiqueter modeste, dans la mesure où mes parents n'étaient ni médecins ni avocats, mais mon père travaillait dès l'âge de 14 ans et ma mère dès l'âge de 15 ans. Ils étaient téléphonistes, un métier qui n'existe plus. Hein. Donc la demoiselle des téléphones, vous savez, qui mettait des fiches. Mon père était aussi demoiselle des téléphones, quoi. Hein. Bon, voilà, tous les deux. Donc je suis un enfant de téléphone. C'est un peu un comble, parce que moi, je ne suis plus du tout dans la communication technologiquement avancée, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis que j'ai quitté mon bureau bruxellois, je n'ai plus de branchement Internet. C'est vous dire si je reste à l'âge du papier. Eh bien, qu'est-ce que tu me demandais? Vous voyez, la communicabilité... Oui, Simenon. Donc, mon père avait des livres. Moi, j'ai toujours vu mes parents des livres à la main. Toujours. Donc, j'étais très privilégié, peut-être parce que justement, ils n'avaient pas connu l'école comme ils auraient voulu la connaître. Ils avaient comme ça, face aux livres, un réflexe autodidacte de s'approprier les livres et à m'en procurer autant que j'en voulais. Grand privilège. Et donc, voilà, j'avais trouvé dans les étagères, on n'a pas une pièce bibliothèque, hein, vous vous rendez compte, mais dans l'étagère, sur les étagères où il y avait des bouquins, j'avais repéré, j'avais dépassé un peu Bob Moran tout de même, et le Club des Cinq, et Michel, etc. Et donc, Maigret me plaisait bien. Il me rassurait. C'est une figure d'adulte rassurante, ô combien, hein, on l'a dit 1000 fois, on l'a écrit 100 000 fois. Seulement, la Maison du Canal, il n'y a pas de Maigret. En fait, chronologiquement, la Maison du Canal est un des tout premiers non-Maigret, autrement dit, un des tout premiers romans durs, selon l'étiquette des Simenoniens, qu'il écrit au tout début des années 30. Donc, parallèlement au succès des Maigret qui va aller en s'amplifiant. Et moi, je lis ce bouquin qui me semblait sombre, un peu glauque quand même, cette Maison du Canal, chez ces paysans limbourgeois. Il faut vous dire que j'ai un nom de paysan limbourgeois. Liebens, il y en a des séries dans des cimetières, entre autres dans un petit village qui s'appelle Mettekoven, entre Saint-Tron et Tongres. Je l'ai pensé en flamand peut-être, hein, c'est pour ça que j'achoppe. Et donc voilà, et j'avais une cousine là-bas, qui ne comprenait pas le flamand du tout. Elle baragouinait un peu de français, beaucoup plus d'anglais d'ailleurs, elle était une fille de sa génération, elle. Moi j'étais très timide, et j'ai fait une sorte de parallèle dans mon récit entre cette cousine qui me semblait, disons, avenante pour un gamin de 13-14 ans, timide, qui voit une fille avec des seins, avec des manières libérées. Et elle s'appelait Arlette. Ça, c'est horrible, par contre. Excusez-moi s'il y a des Arlettes, mais j'avais un problème avec les Arlettes d'emblée. Sans doute que dans ma classe, auparavant, il y avait des Arlettes qui ne me... Je sais pas. Bref, ça ne me paraissait pas très romantique dans mon histoire, Arlette. Enfin, j'ai conservé quand même, pour mon personnage, le vrai prénom. Hein. Oui. Ça, c'est du vécu. Donc, voilà. Et cette découverte de ce Maigret, c'était important pour moi, presque fondateur, parce que Maigret n'arrivait pas. C'était pas un Maigret, La Maison du Canal. C'est un des grands premiers chefs-d'œuvre, un des premiers romans, bien avant L'étranger de Camus, qui est déjà un roman existentialiste, d'une certaine façon.
Voilà. Mais ça, je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Et donc, voilà, c'est comme ça que je vais de souvenirs en évocation. Donc, voilà, c'est un livre où on se balade. Mais comme je le dis toujours aux lecteurs potentiels, rassurez-vous, la balade est courte, c'est 120 pages. Mais alors, donc, si j'ai voulu commencer par évoquer Simenon, c'est parce que, bon, voilà, ça semble comme ça peut-être un peu sans l'air d'y toucher, mais Christian est un grand spécial, un grand simenonien. Tu as intervenu dans plusieurs colloques autour de Simenon. Tu connais très bien l'œuvre de Simenon. Je rappelle simplement que tu as publié avec Michel Carli. Qui est, lui, un vrai grand simenonien. Oui, voilà. Oui. Un vrai expert. Il a écrit 15 ou 16 essais, rien que sur Simenon. Et je vais publier dans ma collection Noir Corbeau le 16e ou 17e essai de Michel Carli sur Simenon. En attendant, il y a cet essai qui était paru d'abord en un volume, oui, en format à l'italienne. La Belgique de Simenon, oui, qui a été réédité en 4 petits volumes. Oui. Évidemment, j'ai relu quelques pages pour le dialogue et on apprend une multitude de choses, de petites anecdotes qui viennent ponctuer notre rapport. On a tous un rapport à Simenon à différents échelons, mais il y a notamment ce volume sur Bruxelles. Mmh. Hein. C'est vrai qu'on pense peut-être pas, et vous l'écrivez avec Michel Carli, au Bruxelles de Simenon. Oui, oui. C'est vrai que, bon, Simenon, on le sait bien, c'est un continent, voilà. On n'a jamais fini avec Simenon. J'ai encore découvert un Simenon que je n'avais jamais lu, un roman dur, tout récemment. Je me dis, mince, j'avais pas lu ça. Bon, voilà. Donc on ne peut pas se vanter d'avoir tout lu. Tant mieux d'ailleurs, hein, on a encore de la marge. C'est merveilleux. Vous imaginez, si j'avais continué, une de mes passions de lecteur, comme beaucoup d'adolescents, c'était le Grand Maulne. Si je m'étais mis à travailler adulte sur le Grand Maulne, j'aurais vite fait le tour, quoi. Hein. Tandis que Simenon, il m'a fait faire le tour du monde. J'étais dans des auditoires, dans des universités chinoises, parler de Simenon, en français, hein, rassurez-vous. J'étais à Moscou, parler de Simenon. J'étais dans plein d'endroits. Vraiment, Simenon m'a fait voyager. Donc ce Monsieur Monde, hein, la fuite de Monsieur Monde, eh ben, j'ai pu mettre de temps en temps, mais pas dans les siens. C'est un bonheur. Tout récemment, en voyage avec Carli, d'ailleurs, j'ai été dormir dans la chambre que Simenon avait occupée à Saint-Satur, c'est à côté de Sancerre, donc c'est un bon endroit pour ceux qui aiment le vin de Sancerre, un petit hôtel modeste au bord de la Loire, et c'est là qu'il a situé l'enterrement de M. Bouvet. C'est là aussi, surtout, qu'il a écrit Les Sœurs Lacroix. Donc on sait qu'il y a résidé plusieurs semaines. Et j'ai eu le bonheur, Michel connaissait l'endroit, donc il m'a cédé cette chambre où Simenon avait vécu plusieurs semaines pour écrire Les Sœurs Lacroix, que j'ai relu évidemment dans la chambre. Hein. On joue le jeu, bien sûr. Voilà. Simenon vraiment a été un des grands hommes de ma vie, même si je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré 2 de ses fils, dont un m'a gratifié d'une préface pour un autre livre, une autre géographie littéraire sur Simenon à Liège, mais je n'ai jamais rencontré le beau monstre, hélas. Alors, oui, juste peut-être, vous entendez que ce rapport au lieu, ce rapport au lieu hanté par les fantômes de la littérature, c'est quelque chose qui te suit depuis un bon bout de temps. Quand tu parles de géographie littéraire, c'est dans ce sens-là. Oui. Ce sont des déambulations sur les pas de... Oui, tout à fait. Tu apprécies ce genre-là, qui est un genre assez particulier. On avait d'ailleurs créé, pour les éditions de l'Octogone, Joël Goffin et moi, Joël Goffin ayant travaillé sur Bruxelles, puis sur la côte belge, avec aussi comme Yvon Dussault-Soie, etc. Et moi, j'avais travaillé évidemment sur mes terroirs à moi, c'est-à-dire la principauté de Liège, l'Ardenne, bon, voilà. Rome, c'est autre chose.
On va y venir, on va en dire un petit mot, bien sûr. Voilà. Mais oui, c'est certain que Simenon, d'ailleurs, travaillait comme ça aussi. Simenon n'a jamais situé de roman que dans des endroits qu'il connaissait intimement. Et donc, pour revenir à Bruxelles, parce que c'est ton but, hein, c'est que je parle de Bruxelles, alors que c'est la partie que Carly a assumée dans le bouquin. Oui. Je veux bien. J'aime toujours faire parler un Liégeois de Bruxelles, oui. Oui, il est fort quand même. Hein. Il est fort. Et donc, oui, Simenon, bon, je ne vais pas vous dire que Bruxelles est une ville typiquement simenonienne, non. On les connaît, les villes que Simenon a vraiment explorées et exploitées dans ses fictions. Hein, c'est Liège, bien sûr. Et puis c'est Paris, mais aussi La Rochelle, hein, les ports normands, plus que les ports bretons, ou que les ports de l'Atlantique français, et puis aussi bon, le Middle West, la frontière mexicaine, bon, voilà. Mais Bruxelles, il y a quand même, bon, souvenez-vous du film Le Locataire, avec Simone Signoret et... T'as oublié? Là, oui. Eh bien, sur le champ, moi aussi. Oui. Philippe Noiret, voilà. Ah, ben oui, oui. Voilà. C'est pas sympa au premier rang. Vous pouviez me souffler quand même, les filles, là. Bon. Bon, Le Locataire. Oui, se passe à la gare du Nord, entre autres. Ça, voilà. On sait que Simenon avait ses habitudes, non pas aux métropoles, non, mais au Palace, voilà, oui. Hein. On sait qu'il a situé, et bien plus bruxellois celui-là, c'est Le Suspect. C'est un roman non maigré, hein, qui met en scène d'ailleurs, c'est très moderne d'une certaine façon, des terroristes, des poseurs de bombes, et qui met entre autres comme personnage secondaire mais intéressant, c'est le deuxième régisseur du théâtre des Galeries. Voilà. Oui, bon, il y a plein de petits... Et alors, il y a des terroristes, on ne les appelait pas encore comme ça à l'époque, qui se cachent à Scarbeck. Enfin, donc, il a... Bon, il ne faut pas oublier non plus que c'est un journaliste, même s'il va quitter la Belgique à 19 ans et demi. Enfin, 19 ans, 3/4, c'est très jeune quand même. Mais il avait commencé le métier de journaliste à peine 16 ans. Hein. À l'époque, on ne glandait pas 10 ans à l'UNIF. Bon, on bossait. Voilà, là, il démarre doucement. J'aime bien faire le réactionnaire, j'ai l'âge, donc j'en profite. Mais donc, voilà. Et alors, je voulais insister là-dessus par rapport effectivement, à ce côté de passeur, de chineur de littérature dont je parlais, parce que voilà, quand on déambule dans les œuvres et dans les textes de Christian, on tombe comme ça sur des petites anecdotes, des choses où le livre engendre le livre. Ouais. Hein, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, je pense. C'est cette idée que voilà, la lecture nourrit l'écriture, une note de bas de page donne accès à un autre texte, etc. Et c'est cette constellation-là qui se crée. On est ce qu'on a lu. Voilà. Et on écrit parfois aussi des petites choses, des notes, des recensions, des critiques, des envois, enfin peu importe. Mais donc, voilà, tout ça se nourrit. Et ce que je voulais mentionner, c'est que dans ton avertissement, tu parles effectivement de ce livre comme une sorte de fatras, de brol, on dirait, à Bruxelles. D'ailleurs, j'utilise le mot dans mon avertissement encore. Oui, le brol. Et donc, j'évoque les Bruxellois. Mais en fait... Pour un Liégeois, c'est quand même chouette. Hein. Attendez, je vous lis ça. Oui, c'est vrai. Et voilà. Voilà. Commençons par avouer à notre courageuse lectrice, à notre téméraire lecteur, que ce roman récit, en guillemets, risque de les égarer, qu'il est au mieux un kaléidoscope que d'aucuns qualifieront plutôt de brol, s'ils sont bruxellois bon teint, ou de fouillis, voire de fatras, s'ils sont francophones et respectueux du bon ordonnancement des êtres et des choses. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez l'avertissement,
l'avant-propos qui nous permet d'entrer dans le livre. Alors, on a parlé de Simenon, il y a un autre auteur que je voulais évoquer avec toi, c'est l'autre grande affaire de ta vie, ou la vie de Julien, enfin, c'est Apollinaire. Oui. Hein, et là, on est dans le rapport plutôt à la poésie, et je voulais aussi que tu nous dises un petit mot d'Apollinaire, même si effectivement ça demanderait une séance complète, mais plutôt ce que je voudrais, c'est ton rapport, le rapport de Christian Liebens aujourd'hui à la poésie. À la poésie ou à la poésie d'Apollinaire? Alors, d'une part à la poésie d'Apollinaire, mais ton rapport à la poésie parce que, alors là, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais Christian Liebens est poète. Oh, oui, j'assume, j'ai tous les défauts. Et je dois parler de poésie devant un des grands poètes vivants en Belgique, qui est là, qui se cache derrière ses quelques cheveux. C'est Rossano Rosi qui est là. Il en est sûrement d'autres, je l'espère, mais... Oui, Jacques Heggen à côté, bien sûr, mais Rossano Rosi, je vais d'abord l'épingler, parce qu'avec Jacques Heggen, je n'ai pas écrit quelque chose encore, tandis qu'avec Rossano Rosi et un certain Rodi de Massenaire, nous avons commis les commentaires d'un poète très controversé, donc j'aime bien les gens très controversés, c'est Maurice Carême. Et je sais qu'on s'est fait prendre pour trois guignols quand nous avons assumé la présentation et les commentaires et le choix de 99 poèmes du cher Maurice et du vivant de Jeannine Burny quand même. Hein. Donc, enfin, Jeannine nous aimait bien parce qu'elle avait compris qu'on allait faire une œuvre d'admiration sincère. Et Rossano, de réhabilitation, d'une certaine façon. De réhabilitation, en quelque sorte, oui, parce qu'on a toujours traité Maurice Carême par-dessus la jambe, comme en Belgique, on aime bien le faire avec tous les gens qui sortent du rang. Au passage, juste, vous voyez comment on passe... Comme il me coupe. Non, hein, mais vous voyez au passage comment on passe d'Apollinaire à Maurice Carême, c'est magnifique. Oui, voilà. Il n'y a que Christian Liebens qui peut faire ça. Oui, mais c'est à cause de Rossano, parce que... Comme on dit à Liège, on s'appelait quand on a fait ce travail autour de Maurice. Et on disait Maurice comme Jeannine disait Maurice. Hein. Et j'ai aussi commis, mais j'étais très jeune, donc j'ai des excuses, donc cette plaquette qui s'intitule Cinéma. Et puis j'ai aussi, j'en suis fier, en tandem avec Colette Nice-Mazur, j'ai commis une anthologie poétique dans la même collection que l'anthologie Carême, c'est-à-dire la collection patrimoniale Espace Nord. Et voilà. J'aime beaucoup lire la poésie et je la pratique très peu moi-même en tant qu'auteur. Alors il m'arrive de commettre des poèmes. Peut-être qu'un jour, je crois que ça fait plus de 40 ans que j'ai en projet un recueil de poèmes qui s'intitulerait, ou Rat, Les arbres marchent. Voilà. Mais ils ne sont pas encore arrivés à bon port. Hein. Faut dire que les arbres, ils ne vont pas vite. Donc, oui, la poésie, je la fréquente. J'aime bien les poètes musiciens. J'étais un grand admirateur du poète que tu vas célébrer la semaine prochaine, Guy Goffet. Guy Goffet, oui, bien sûr. Un très grand admirateur. Pour moi, Guy était le plus grand poète de langue française vivant. Je lui disais toujours, chaque fois que je le voyais, il croyait que je me payais sa tête, et j'étais toujours au premier degré, totalement convaincu que c'était le plus grand poète français, de langue française, vivant. Maintenant, il est mort. Mais il reste quand même le plus grand poète de langue française de son temps, à mes yeux, parce qu'il est musicien. Si je demande à Jack, qui est grand poète, mais d'une autre école, dirais-je, qui ne pratique pas la même musique, c'est un peu comme si on demandait à un jazzman et à un instrumentiste de musique baroque de faire un bœuf à eux deux, je ne suis pas sûr que nos oreilles seraient contentes.
Donc voilà, il est en poésie des courants, et puis de toute façon, ce qui compte, c'est la poésie qui nous décolle du quotidien. Même si la poésie du quotidien, Dieu sait si Maurice Carême la pratiquait, est enchanteresse, ou peut l'être, mais elle tombe parfois aussi dans n'importe quoi. Donc c'est difficile de parler de poésie. Je ne vais pas en parler plus longtemps, je préfère parler d'Apollinaire. Voilà, mais oui. Pourquoi Parce qu'Apollinaire est le premier poète qui m'a vraiment parlé. Je n'étais pas trop mauvais élève quand j'étais en humanité, paraît-il, mais la poésie au cours de français, elle ne trouve pas toujours son compte. Par contre, un poète comme Guillaume Apollinaire qui parle de ses plaies de cœur, quand vous avez assise sur le banc d'en face ou devant ou derrière l'élu de votre cœur à ce moment-là et que vous avez 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, alors ça, la poésie commence à vibrer. Et c'est comme ça que je suis venu à la poésie d'Apollinaire, en étant, comme tout le monde, comme tous les gamins, amoureux d'une fille de ma classe. Et donc, voilà, c'est aussi banal que ça. J'espère que ça arrive à tout le monde. Et moi, c'est sur Apollinaire que j'ai flashé. Et ça, c'est mon premier Apollinaire. Et mon Apollinaire, à moi, le second, il est important dans ma vie d'auteur de bouquins, c'est quand je me suis rendu compte que cet Apollinaire que j'admirais tant était un gamin amoureux, ça on le savait, mais qu'il avait vécu un été pas loin de chez moi, quelques dizaines de kilomètres tout au plus. Il a passé un été à Stavelot. Moi, quand je l'ai su, j'ai commencé à lire tout ce qui concernait ce sujet particulier de la biographie d'Apollinaire. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait Robert Goffin, il y avait Marcel Thierry avait écrit quelque chose. Il y avait un ancien directeur de théâtre aussi qui avait un peu fait des recherches. Christian Fetways, c'est encore un autre. Ouais. J'allais oublier Christian Fetways. Merci, il est fort quand même. Hein. Non, mais j'aime bien Apollinaire aussi. Je n'en doute pas. Et donc, moi je me suis dit, je ne suis pas universitaire, je ne vais pas en rajouter à tartiner sur des choses qui étaient factuelles, et c'est le factuel qui m'intéressait. Alors, je n'allais pas évidemment me mettre à rimer comme Apollinaire, j'ai le sens des hiérarchies naturelles. Donc je me suis dit, je vais écrire un roman. Alors, ma première idée, j'étais encore prof à l'époque. J'étais prof dans le secondaire une douzaine d'années. Et donc, j'ai commencé à écrire un roman pour adolescents. C'était le moment où l'édition développait un peu partout en France, en Belgique, des collections. La première grande collection pour ados, d'ailleurs, Cocorico, elle est belge. Hein, c'était chez Duculos, c'était la collection Travelling. J'ai d'ailleurs commis un Travelling en son temps. Mais pas sur Apollinaire. Et puis, mon ambition, c'était de publier un roman sur Apollinaire à Stavelot, en Belgique, alors qu'il est tout jeune, il a à peine 18 ans, et il passe tout un été seul avec son petit frère dans une pension de famille à Stavelot. Et lui qui est un enfant, n'oubliez pas que c'est un romain, sa langue maternelle c'est le romain, il parle le romain avec sa mère. Né à Rome, oui, effectivement. Né à Rome. Ah oui, bien sûr, en 80. Mais je veux dire, sa culture est purement italienne, d'autant qu'il poursuit des études un peu chaotiques, mais éclairées quand même, dans des collèges religieux de la Côte d'Azur. Alors, évidemment, là, on enseigne en français, même à Monaco, mais la langue qu'on parle dans la rue, c'est ligure. Hein, à Monaco, à Menton, à Nice, on parle le ligure, enfin des dialectes niçois, mais c'est de culture ligure. C'est pas le français, à cette époque-là, dans le peuple. Dans les écoles, c'est le bon français. Bon. Alors, c'est donc vraiment
celui qui va révolutionner la musique de la langue, de la poésie française, et le premier, je dirais, poète de la modernité de la poésie française, c'est un Italien. C'est Guillaume Apollinaire, qui n'a de français que la carte d'identité qu'il obtiendra pour se faire tuer. Hein, même s'il ne meurt pas au front, on le sait bien qu'il est mort de la grippe, etc., etc. Enfin, ce personnage transfrontalier, en quelque sorte, transculture, moi, me fascinait. Et de fait de savoir qu'il a vécu sa première histoire d'amour à Stavelot, dans cette Ardenne pluvieuse, même si c'était l'été, qu'il y a découvert le Haut-de-Fagne, qu'il y a découvert le wallon. Il va écrire des acrostiches amoureux en wallon. Il avait senti le génie particulier de cette langue étrange que je connais encore, sans doute parmi les derniers dans l'éternité, puisque j'ai 70 ans. Eh bien, Apollinaire avait, comme une éponge, l'éponge de Simenon, avait absorbé tout ça, et surtout, il s'était mis à vivre, à vibrer pour Marie Dubois, qui était une des sœurs du bistrot d'à côté, enfin de la place d'à côté, où on faisait des frites et où on servait des bières. Voilà. Ça a donné ce roman. Et j'ai écrit La forêt d'Apollinaire, bien 98. Après mon premier projet qui était pour Je bouquine, un roman pour ados. J'ai travaillé 15 ans sur ce livre. C'est pas très productif, hein. En plus il n'est pas énorme, mais je l'ai recommencé je ne sais pas combien de fois parce que j'étais pas content. Depuis il est traduit en plusieurs langues. Donc et ce n'est pas un roman pour adolescents pour finir. D'ailleurs je vous avoue que la première version, je l'avais naïvement envoyée chez Je bouquine et ils me l'ont remballé évidemment, tant mieux. Mais sur le moment je n'étais pas trop content. Mais donc vous voyez, alors c'est ça que je voudrais... qu'on comprenne un peu. On a parlé de Fatras de Brol, mais vous voyez que finalement se dessine un peu au fil de la discussion un agencement et une cohérence peut-être qui se dégage de tout cela et un chemin un peu plus balisé qu'il n'y paraît, parce qu'en évoquant ces deux personnages importants, pour Julien, donc pour toi, à un moment, ce moment de découverte de l'adolescence, on peut très vite basculer vers deux autres thématiques, mais qu'on va aborder comme ça. Parce que, vous voyez, ce sont des embranchements. Hein. On a parlé de Simenon, on pourrait, et on va en parler ici pendant les derniers moments, mais de la femme, des femmes, parce que comment surnommait-on Simenon, hein? On commence le quiz. L'homme aux 10 000 femmes. Hein? On le sait. Le prince Philippe m'a dit, une fois que j'étais commis pour lui faire visiter une exposition dont j'étais le commissaire, c'était en Pologne, à Poznan, et donc il n'était pas encore roi, il était prince héritier avec Mathilde. Il était invité par le président polonais de l'époque à l'université de Poznan, et donc le protocole m'avait dit, vous avez 6 minutes pour faire le tour de l'expo. Bon. Alors, à l'époque, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, c'était Jacques Simonet qui était le politique qui accompagnait le prince héritier, comme le roi doit être accompagné protocolairement et politiquement par un ministre responsable. Bon. Donc c'était Simonet. Alors, bon, les Bruxellois connaissaient bien l'humour un peu incisif de Simonet. Et alors, Simonet dit au prince, il dit, vous savez, monseigneur, Simenon a connu 10 000 femmes. Et alors, il se tourne vers moi, et puis il me dit, n'est-ce pas? Me voilà coincé, moi. Bon, je dis, oui, c'est ce dont il se vantait, mais Fellini lui a dit modestement 6 000 seulement. Donc Simenon quand même 4000 de plus. Bon. Alors le prince à ce temps ne dit rien. En avant, c'était des vitrines hein, qui faisaient. En fait, ça représentait le monde simenonien, si vous voulez, avec
avec une vie aérienne de Liège à l'époque de la guerre, qui était d'ailleurs un excellent cliché au Leica de l'époque. Et donc le prince ne dit rien, et puis deux vitrines plus loin, il dit « Ce n'est pas possible, je viens de compter ». J'avais trouvé ça charmant. Simenon prenait beaucoup de place. Moi, j'aurais bien voulu un peu parler avec le couple princier, mais enfin, bon, Simenon prenait toute la place, donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est intéressant de se rendre compte que des génies qui ont vu le jour chez nous, qui ont passé leur enfance dans les mêmes rues que nous, peuvent avoir empoigné le monde et l'existence avec une telle force. J'ai eu aussi, je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou si je fais juste une incise, je ne veux pas te bouleverser, hein, Ronnie. Vous voyez, on n'a rien préparé. Hein. Lui, il a beaucoup préparé, moi rien du tout. Oui, mais on peut... C'est comme ça que je vois le travail d'équipe. Mais, et donc, est-ce que je peux faire une incise sur Alexis Curvers? Alors, c'est prévu. Regarde, c'était juste... Voilà. Alors, vas-y. Parce que je voulais juste dire, effectivement, la cohérence. Donc, Simenon, la femme, est ô combien, et on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais la femme compte beaucoup dans tes textes. Oui. Et on a parlé d'Apollinaire. Apollinaire, on l'a rappelé, né à Rome, et Rome, important pour toi aussi, puisque tu as été le secrétaire d'un écrivain. Aujourd'hui, ça nous semble complètement improbable, ce poste de secrétaire d'un écrivain, mais tu as été secrétaire d'Alexis Curvers, qui a écrit Tempo di Roma. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vous voyez que tout ça, finalement, forme une sorte de constellation beaucoup plus cohérente. Oui, c'est vrai. En fait, on retrouve dans mes 100 pages toutes ces expériences-là, un peu... Mais, présenté de façon romanesque, si on veut. Alors, l'autre grand homme, inutile de vous dire que Guillaume Apollinaire, je ne l'ai jamais rencontré non plus. Hein. Donc, par contre, le troisième homme, c'est le moins célèbre. Hein. Pour les people, ça n'impressionne pas beaucoup. Hein. Mais pour ceux qui ont lu Tempo di Roma, j'ai très bien connu Alexis Curvers pour la bonne raison que j'ai été effectivement, comme Ronnie vient de vous le rappeler, son secrétaire pendant les 6 dernières années de sa vie. Heureusement, il est mort âgé. Donc voilà, c'était... Alors, mon rôle consistait... Qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire d'écrivain? J'allais lui chercher ces 2 paquets de Johnson tous les jours chez le marchand de journaux du coin. J'allais promener le chien de la gouvernante parce qu'elle n'était plus capable, la pauvre dame, aussi âgée que Curvers, la gouvernante. Donc j'allais promener le chien. J'écrivais aux éditeurs aussi. À l'occasion, c'est comme ça que je me flatte d'avoir fait rééditer un de ces livres, pour moi un bijou, Le monastère des Deux Saint-Jean, que je vous conseille vivement. Si j'ose me permettre une prescription de lecture, le monastère des Deux Saint-Jean, qui est toujours disponible aujourd'hui dans la collection patrimoniale. Non, j'ai failli faire un lapsus là. Espace Nord. Donc voilà. Mais c'est d'abord dans les histoires littéraires un peu fouillé, parce que c'est pas un nom qu'on cite beaucoup. Il a été mis au placard pour des raisons politico-religieuses très longtemps. Alexis Curvers, c'est l'auteur de Tempo di Roma. Tempo di Roma, c'est un roman qui, à sa sortie, a eu un succès croissant de bouche à oreille, jusqu'à devenir un film au début des années 60, avec à la réalisation des gens comme Denis de la Patelière, Pascal Jardin au dialogue. Dans la distribution, il y avait Charles Aznavour dans le rôle de Jimmy, le personnage principal. Il y avait Arletty, il y avait des gens comme ça. C'était quand même du cinéma grand public, pour un roman qui n'est pas du tout grand public d'une certaine façon. Ce n'est pas un roman narratif,
c'est un peu un roman, si on cherche un cousinage, comment dis-tu? Je dis un roman de contemplation aussi. Oui, mais si on dit ça, on va perdre les éventuels derniers lecteurs potentiels. Il y a des lecteurs de Tempo di Roma ici quand même, il y a des gens qui ont oui. superbe... Rossano lève le bras, c'est très bien, Rossano. On va faire un terreau après, sur Tempo di Roma. Il est toujours disponible, oui, aussi, en espace nord. C'est vraiment un grand roman, mais c'est un roman un peu comme Albert Cohen, comme on trouvera chez Albert Cohen ou chez des gens un peu marginaux des lettres. Dans une stylistique très française, comme ça, très classique, mais avec des périodes proustiennes, mais avec un sens de la poésie dans la prose qui est prodigieux. Je ne sais pas ce que Jack ou Rossano en pensent, mais... merci, Jack. Totalement, oui. Alors que ça reste quelque chose qui mousse, en fait. Oui, absolument, oui. Merci. Tu seras dispensé de la terreau auquel Rossano ne coupera pas. Merci, Jack. Oui, parfois c'est le vieux prof qui revient comme ça, pardonnez-moi. Je t'écoute. Non, mais donc, effectivement, alors, juste peut-être... pour finalement terminer cette première partie d'entretien avant de passer à table, signaler qu'effectivement tu es parti de nouveau, alors on revient à la géographie littéraire, mais que tu es parti sur les traces, sur les pas finalement de Alexis Curvers à Rome, sur les pas de Tempo di Roma en compagnie de Dominique Costermans. Voilà, le plaisir d'être qui était non seulement la photographe, mais la co-autrice de ce petit bouquin d'admiration qu'on partage tous les deux, Dominique Costermans et moi, d'abord de Rome et puis de Tempo di Roma. Et de géographie littéraire, pour revenir à finalement ce fil rouge aussi, on l'a compris dans la discussion, dans le dialogue, que ça soit du côté de la forêt de Stavelot ou à Rome, ou à Liège, bien sûr, évidemment, sur les pas de Simenon et toutes les villes que tu as évoquées et les endroits où tu as pu aller grâce à cette dilection, cette lecture de simenonienne. Donc c'est finalement le fil conducteur, c'est la géographie littéraire qui conditionne un peu tous les textes, finalement. Tout à fait, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a des nouvelles qui évoquent directement Curvers, il y en a au moins 2 dans ce petit bouquin, comme quoi j'ai mis, en 100 pages, j'ai mis beaucoup de personnages réels et quelques imaginaires quand même. Mais c'est vrai qu'on y retrouve Simenon, qu'on y trouve Apollinaire, qu'on y trouve Curvers, qu'on y trouve aussi d'autres écrivains, parfois contemporains et encore vivants. Je n'ai pas encore eu de duel sur le dos, donc ça va, je crois. Si tu me permets, je vais justement... alors, tu parlais de cette plaquette, mais qui est un texte beaucoup plus ancien. Du siècle dernier. Du siècle dernier, voilà. Mais pour peut-être terminer par cette géographie, justement un petit... court poème. Ça s'intitule Géographie. Géographie, voilà. Comme ça, vous voyez que la cohérence du propos. L'île de Liège est au sud, l'île d'Anvers plus au nord. Antarctique, tu restes logique, pourtant tu n'avais pas appris les hommes. Pourquoi l'a-t-on affublé de ces noms de rois qui n'y sont jamais allés? Pourquoi l'a-t-on affublé de ces noms de voyageurs qui s'y sont toujours heurtés? Les manchots plissent leur ventre. Blizzard, tu restes logique. Ils n'ont pas besoin de nom pour mourir. Qui a dit immuable? Voilà. Pour terminer sur cette géographie de l'intimité aussi,
puisqu'on l'a compris, les lieux qui sont hantés par les fantômes qu'apprécie Christian Liebens, ce sont justement ces lieux que tu t'es approprié dans un rapport intimiste, d'intimité. Et donc ça, c'est à mon sens peut-être le double sentiment à la lecture de ton dernier texte. C'est à la fois, on l'a entendu, une sorte de nostalgie douce amère contrebalancée par une lucidité peut-être un peu plus ironique et un peu plus railleuse par moments. Oui, sûrement. Il y a ces deux côtés-là. Je suis un homme en colère. Mais je préfère en rire de moi d'abord. Homme en colère et passionné. Alors, on n'a pas parlé des saints. Mais on peut en dire quand même un petit mot. Parce que je rappelle que tu as commis cet ouvrage, cette parodie de polar, on va dire. Complètement parodique, oui. Polar, que tu avais déjà fait ça avec le poulpe, je me souviens. On ne va pas revenir sur le poulpe. Oui. Mais les saints des saintes. Alors, dis-nous quand même. Oui, je ne me dérobe pas. Il est question d'un tueur en série, il est question d'un bouquiniste, d'une enquête. Dis-nous quand même. Le bouquiniste, évidemment, a comme enseigne le commissaire Maigret, bien évidemment. Voilà, on revient, vous voyez que tout ça est cohérent. Mais les saints, comment tue-t-il notre tueur ici? Mais j'ai toujours été un lecteur de romans policiers. Oui. Et j'y ai touché de ci, de là, un petit scénario par-ci. Les saints des saintes, oui. Oui. Ah oui, mais c'est réel dans l'histoire religieuse, Sainte Agathe, bon. Et donc, effectivement, c'est un dévoreur de saints qui sévit à Liège. C'est une ville de perdition, Liège, vous savez. Donc, comme Simenon, votre serviteur, bon. Et Les Saints des Saintes, c'est un roman policier qui s'assume, mais qui est totalement cornichonnesque. Bien évidemment, comme un, comment dirais-je, mais je ne me prends pas pour lui, loin de là, mais c'est un peu la même démarche que San Antonio, si vous voulez. Les jeux de mots en moins. Moi, le jeu de mots de San Antonio, ça me fatigue, mais bon, voilà, chacun son truc. Moi, rien n'est sérieux là-dedans, et en fait, voilà, c'est une petite enquête policière avec des personnages plutôt relax. Un vieux bouquiniste amoureux d'une charmante africaine particulièrement replète, une espèce de tagueur de 4x4. Moi, j'aime pas les SUV et les 4x4, donc moi, j'ose pas les taguer, mais mon personnage, il va à fond. Et puis alors, il y a un flic, mais un flic complètement loser, bien évidemment, puisqu'il est sympa. Et donc, voilà. Et ils mènent une enquête comme ils peuvent, parce qu'une des possibles victimes est la petite amie du flic. Bon. De cet horrible personnage qui est ce bouffeur de seins, de façon par trop violente. Voilà. J'ai bien résumé? Ah oui, mais c'est. Alors, je me suis un peu bouche. inspiré beaucoup d'un merveilleux auteur, le commissaire Montalbano, d'Andrea Camilleri, que j'adore, et qui nous a quittés, hélas, presque centenaire, mais enfin, il continue à écrire, donc c'est dommage qu'il n'a pas encore vécu 1000 ans. Andrea Camilleri, bienfaiteur de l'humanité, grâce à son commissaire Montalbano. Voilà mes modèles. Quand il ne s'agit pas de Simenon, évidemment, là c'est plus sérieux. On ne rigole pas avec Simenon quand même. Voilà. Donc voilà, ici les saints des saintes, je voulais qu'on en dise. Vous voyez que voilà, tout ça se chevauche. Mais tu nous as donné un peu l'eau à la bouche. On va passer à table. Vous connaissez la musique. Vous avez vu ces enchaînements quand même. Et vous savez ce qu'on mange ce soir? Non.
Les boulets liégeois. Non. Mais si, hein, Christian, bien sûr. Mais enfin, mais je vais être horriblement critique. Ah, mais bien sûr, et c'est le défi de notre... Les boulets à la liégeoise, il n'y a que ceux de ma maman qui étaient bons. Mais c'est le défi. C'est le défi relevé par notre chef cuistot qui s'appelle Rocco. Alors tu vois. Alors c'est un homme qui oui, Rocco et ses frères. Hein. Oui, mais oui. Bon, alors il a choisi de vivre dangereusement. Ah mais voilà. Mais on l'accueillera tout à l'heure pour voir. Voilà. Eh ben bon appétit. Bon appétit, merci beaucoup en tout cas, merci Christian. Et on se retrouve après pour une petite surprise, donc vous avez compris. Les cadeaux, attention. Je mets ma barbe. Et la crosse. Et j'ai oublié la mitre. Ah oui. Merci à vous. C'est moi. Merci à tout de suite, merci. Maison.